histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma, le podcast des films cultes et pop culture. Aujourd'hui, on parle pour une fois d'une société que j'adore, Pixar. Donc on aborde un film de chez Pixar pour la première fois. Et je vais aborder un de mes préférés. On va pas commencer par le premier qui est Toy Story, mais par Wall-E. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Wall-E, qui se prononce Wall-E, qui s'écrit Wall comme mur, -I, comme avec la lettre E, est un film d'animation américain en images de synthèse, réalisé par Andrew Stanton et sorti sur les écrans en 2008. Le scénario, co-signé par Stanton et par Jim Reardon, est basé sur une histoire originale de Stanton et de Pete Docter. C'est le 9e film des studios Pixar. Le film, qui se place dans le futur, suit l'histoire d'un robot cubique nommé Wall-E, conçu avec une myriade d'autres robots du même genre pour nettoyer la Terre de ses déchets. Au fil des ans, il est le dernier à fonctionner. Il va tomber sous le charme d'un autre robot, tout à son opposé dans son allure et ses manières, nommé Eve, et la suivre dans l'espace pour une aventure qui va changer le destin de l'humanité. Après avoir réalisé Le Monde de Nemo, Andrew Stanton a senti que Pixar était capable de créer des simulations réalistes de la physique sous-marine et a donc voulu réaliser un film se déroulant en grande partie dans l'espace. La plupart des personnages ne disposent pas de voix humaines réelles, mais s'expriment uniquement avec des gestes et des sons robotiques conçus par Ben Burtt qui ressemblent à des voix métalliques. En outre, Wall-E est le premier long-métrage d'animation de Pixar à contenir des scènes de vue en prise de vue réelle. Et oui, vous le saviez peut-être pas. Walt Disney Pictures a organisé la sortie du film aux États-Unis et au Canada le 27 juin 2008. Le film a recueilli 23,1 millions de dollars américains le jour de sa sortie et 63 durant son premier week-end, où il était alors projeté dans plus de 3992 salles, se positionnant carrément à la première place du box-office. Le film a d'ailleurs effectué le 4e meilleur week-end d'ouverture au box-office pour un film Pixar, en date du 31 mai 2009. Suivant la tradition des studios Pixar, Wall-E a été apparié lors de sa sortie en salle avec un court-métrage, Presto, que je vous invite à voir, qui est superbe. Le film a reçu en partie des critiques positives, en grande partie, atteignant le score de 96% sur Rotten Tomatoes, très rare. Il a recueilli 534 millions de dollars à l'international et a décroché le Golden Globe du meilleur film d'animation, le prix Hugo pour le meilleur long-métrage dramatique et l'Oscar du meilleur film d'animation. En 2021, le film est sélectionné par le maintenant célèbre National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès de Washington pour y être conservé, considéré comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important. C'est un film d'animation, d'anticipation et de science-fiction post-apocalyptique. Le synopsis. Au début du XXIe siècle,
la compagnie By and Large, BNL, monopolise l'économie de la Terre par un trust concentrant les biens et les services. Cette entreprise est devenue un gouvernement mondial globalisé. La surconsommation effrénée a tôt fait de transformer le monde en un dépotoir gigantesque. La société commandite un exode massif à bord de vaisseaux spatiaux dans une tentative de préserver l'humanité. Des milliers de machines robotiques dénommées WALL-E, Waste Allocation Load Lifter Earth Class, donc c'est-à-dire un leveur de déchets de classe Terre, littéralement compacteur terrien de déchets, ont été fabriqués par la compagnie. Ces engins ont pour unique tâche de nettoyer la Terre en compactant la myriade de détritus qui parsèment le sol durant les 5 années que doit durer l'exode. Mais beaucoup d'entre eux se désactivent inexplicablement et sont hors service, forçant les humains qui n'ont pas d'autre plan de repli à rester dans l'espace. 700 ans après le début de l'exode humain, il ne reste plus qu'un unique WALL-E en état de fonctionnement. Il fonctionne à l'énergie solaire et se déploie au matin des panneaux photovoltaïques pour recharger ses batteries. Ce robot passe ses journées entières à compacter des déchets. Au fil du temps, il a acquis une personnalité et une conscience propre. Il conserve divers objets ramassés pour leur utilité mécanique, esthétique ou fonctionnelle. Il est tri dans son lieu de repos, engorgé de ses trouvailles. Pour perdurer si longtemps dans sa mission, le robot possède tout un stock de pièces détachées et il remplace ses parties mobiles usées par celles d'autres WALL-E devenus inertes, conservées sur eux. Par exemple, ses chenilles, sa carte électronique ou ses yeux sont remplaçables. Il nourrit et protège un cafard nommé Hal qu'il va rencontrer. Il trouve même un jour une plante verte, il l'arrose et la conserve dans son abri. Une fusée va détruire la solitude et les habitudes de WALL-E en déposant une sonde robotisée juste devant lui un matin. Elle est immatriculée EV, Extraterrestrial Vegetation Evaluator, littéralement évaluatrice de la végétation extraterrestre. Sa mission est de ramener aux humains une preuve de vie sur Terre. Le robot nouvellement arrivé est tout à l'opposé de WALL-E, qui est un cube basique, rouillé, abîmé par le travail avec de simples chenilles pour se déplacer. Eve est nettement plus évoluée, son apparence est fuselée, oblongue et élégante. Elle ne se déplace que dans les airs, très vivement. Elle possède en outre un bras fusil qui tire des rayons laser particulièrement destructeurs. WALL-E apprécie infiniment la distraction qu'Eve lui fait ressentir, hors de sa routine si coutumière. Dès lors, il oublie tout de sa propre mission de compacteur. Il la suit continuellement, scrute ses mouvements, ses déplacements et ses actions. Il cherche comment il peut communiquer avec elle. Toute sa tâche, elle le dédaigne pourtant longtemps. Après être parvenu à nouer le contact, il lui montre son lieu de repos. C'est une sorte de conteneur auparavant fonctionnel pour recharger tous les WALL-E durant la nuit. Vivant maintenant seul dans les lieux, WALL-E a entassé de nombreux trésors chinés lors de son travail. Il a notamment une télévision faite à la main avec les 2 chansons Put on Your Sunday Clothes et It's Only Take a Moment du film Hello Dolly en vidéocassette. Lui présentant des affaires hétéroclites, il s'émerveille qu'elle puisse créer de la lumière avec des ampoules non branchées ou compléter un Rubik's Cube. Il lui offre la plante trouvée lors des opérations de nettoyage sans savoir que c'est ce qu'elle recherche. Puisqu'elle est une preuve que la vie est à nouveau possible sur Terre, le rôle d'Eve est accompli sur sa planète. Elle se met donc en stase et reste inerte dans le conteneur. Une lumière verte se met à clignoter à intervalles réguliers sur une partie de son fuselage, indiquant qu'elle a réussi sa mission.
Infatigablement, durant une longue période, Wally cherche à s'assurer qu'elle puisse redevenir mobile. Prenant exemple sur sa propre composition, il présume qu'elle manque d'énergie et une grande partie de ses activités consiste alors à utiliser diverses techniques pour interagir avec elle et la faire redevenir active. Toutes sont infructueuses. Il n'en a pas encore compris pourquoi elle est devenue immobile. Puis, comprenant finalement qu'elle ne peut pas être réparée, Wally reprend son activité principale. Il a cependant si peu d'entrain qu'il plonge dans une sorte de mélancolie profonde. Entre-temps, la fusée qui a déposé Evie revient la chercher. Wally accourt pour ne pas laisser partir sans lui. L'appareil embarque Evie dans la soute puis décolle. Il emmène aussi Wally, qui a utilisé ses pinces pour s'accrocher à la coque extérieure de l'engin. La fusée amène Evie, toujours en léthargie, depuis qu'elle a la plante, et Wally, en passager clandestin, à un énorme vaisseau spatial nommé Axiom, abrité dans une lointaine nébuleuse. Ce qu'il reste de l'humanité mène ici une vie assistée en permanence par la technologie. Du fait de leur complète passivité et dépendance envers la machine, les humains ont perdu l'usage de leurs jambes atrophiées, sont ventripotents et ne se déplacent désormais que sur des fauteuils volants. Leur oisiveté les a rendus incapables de s'extraire de la technologie. Leur libre arbitre est même devenu inexistant. Le capitaine du vaisseau, B. McCrea, a lui aussi laissé le contrôle de ces derniers à Otto, le pilote automatique, comme d'ailleurs ses prédécesseurs avant lui. Lorsque les 5 sondes Eve sont envoyées sur Terre, sont scrutées par le robot Go-4, qui est le second du commandant, seule Evie ayant été en contact avec Wally contient une plante. Dès lors, un protocole standard est mis en pratique et Evie en stase est directement emmenée vers la salle de commandement. Wally s'empresse de la rejoindre. Il parvient à se cacher près d'elle. Wally est resté caché. Evie est réveillée et salue le capitaine humain. Ce dernier apprend qu'une trace de vie organique terrestre, si elle est placée dans le holodétecteur, obligera automatiquement le vaisseau à revenir sur Terre. Les humains pourront alors immédiatement le recoloniser. Cependant, Otto a secrètement ordonné à son assistant Go-4 de voler la plante avant d'aller parler avec le capitaine. Eve est donc considérée comme défectueuse, puisque la plante n'est plus apparente en elle. Elle est envoyée au nettoyage avec d'autres robots, et cela ne va lui plaire guère. Wally salue aussi l'humain avant de suivre Eve. Ce faisant, laisse un peu de débris organiques sur sa main. En cherchant à déterminer ce dont il s'agit, le capitaine est surpris de découvrir qu'il s'agit d'une matière provenant de la Terre. Il se passionne vite pour les descriptions scientifiques qui découlent de sa découverte, de ce qui sous-entend les connaissances biologiques de base ne sont même plus enseignées aux habitants de l'Axiom. Wally croit par erreur qu'Evie se fait torturer lorsqu'il se trouve dans la salle de nettoyage. Il provoque la pagaille et l'évasion des autres robots en réparation. Il suit l'évaluatrice de vie qui le guide dans le vaisseau. Ils arrivent ensemble dans une salle où Evie sait que les soutes permettent de s'extraire du vaisseau pour retourner sur la Terre. Elle souhaite que Wally prenne place pour être évacué du vaisseau mère où il n'a pas de mission à réaliser. Tandis que le robot cubique ne souhaite pas du tout retrouver la solitude et cherche à s'éloigner des capsules, Go-4 arrive silencieusement et place la plante qu'il avait subtilisée à Evie dans une capsule de secours qu'il veut faire exploser dans l'espace. Wally y entre rapidement à l'insu du second du commandant. Il parvient à s'échapper à temps en se propulsant dans l'espace grâce à un extracteur, gardant la plante dans son compartiment de compression. Il retrouve Eve à l'extérieur du vaisseau et se réconcilie avec elle. Il retourne ensuite voir le capitaine et veut lui donner la plante. L'opération est alors enclenchée.
Désormais, une plante a été déclarée découverte, il est devenu possible pour les humains de retourner sur Terre. Otto, pourtant, interdit cette possibilité car il obéit au vieil ordre donné par le patron de BNL, Shelby Forthright, donné 700 ans plus tôt, croyant à l'époque que le fait de l'augmentation de la toxicité de la Terre avait rendu toute vie impossible, expliquant pourquoi les autres Wall-E se sont désactivés. S'ensuit alors une mutinerie, le capitaine est enfermé dans ses quartiers, Eve est désactivée, Wall-E court-circuité par Otto, et les deux mécaniques sont éjectés dans le conduit d'évacuation des déchets. Wall-E et Evie sont sauvés de justesse par un petit robot nettoyeur nommé Mo, microbe oblitérator, qui n'arrêtait pas de poursuivre et nettoyer Wall-E depuis son arrivée dans l'Axiome, et qui leur permet de regagner l'intérieur du vaisseau. Pourchassés comme renégats, Evie, Wall-E et Mo, aidés de plusieurs robots hors système, cherchent toujours à apporter la plante au commandant. Celui-ci parvient à leur faire savoir qu'il va activer le holodétecteur près de la piscine centrale du navire. Tous les robots se dirigent alors vers le holodétecteur, tandis que le capitaine fait croire à Otto qu'il a la plante dans ses propres mains. Lorsque l'appareil trouve le capitaine dans la salle, ils se battent et Go-Cat est détruit dans la manœuvre. Le capitaine parvient presque à activer le processus qui lui permet de retourner sur Terre, mais Otto devient finalement fou et fait tomber le capitaine qui s'accroche à lui, bascule le vaisseau, mettant la vie des passagers en danger, et annule l'activation. Wall-E empêche Otto de fermer la machine, s'endommageant de plus en plus en résistant. Inspiré par le sacrifice de Wall-E, le capitaine décide, contrairement aux passagers et leurs ancêtres, enfin, après toutes ces années, de se lever par lui-même pour affronter Otto, puis le désactive à temps, remet le vaisseau à l'endroit et sauve les passagers. La plante est mise à temps dans le holodétecteur avant qu'il se ferme pour toujours, puis l'Axiome prend la direction de la Terre, mais sans trop de joie pour les humains, robots et surtout Evie. En effet, Wall-E est mort. De retour sur Terre, Wall-E est réparé par Evie, mais malheureusement, sa mémoire a été effacée après sa réactivation. Evie lui donne un baiser de revoir qu'il va lui rendre sa mémoire. Pendant que les deux robots savourent leur nouvelle vie de couple avec leurs autres amis robots, les humains qui ont retrouvé la marche bipède reprennent le cours de leur histoire après les 700 ans de stagnation passés sur l'Axiome et recolonisent la planète. Voilà pour cette belle histoire. Magnifique. Un scénario béton, je trouve, de Monsieur Stanton et de Jim Reardon. Et on doit aussi au cher Pete Docter, qui est un très bon scénariste, qui a déjà travaillé chez Pixar beaucoup. L'animation, le chef, c'est Angus MacLean, chef animateur. Le budget de plus de 180 millions de dollars. Le film dure 98 minutes. Il est sorti le 27 juin 2008 aux États-Unis et en France le 30 juillet 2008. Ben Burt est l'ingénieur du son pour Wall-E, le personnage principal du film ainsi que pour les autres robots, y compris Mo. Elissa Knight joue Evie. Et on a Sigourney Weaver qui joue l'ordinateur de bord. Le film a été nominé plusieurs fois aux Oscars 2009 pour le meilleur scénario original, meilleur mixage son, meilleur montage son, meilleure chanson, meilleure musique de film. Il en a reçu au Golden Globe, au BAFTA, Annie Awards, etc., etc. Il a reçu beaucoup de récompenses et le prix Hugo, ce qui n'est pas rien.
intéressant. Le concept de Wall-E a été trouvé lors d'une séance de travail organisée pour Toy Story 2 en 1999, au cours de laquelle l'un des participants a demandé incidemment « Et si les humains quittaient la Terre et oubliaient de déconnecter le dernier robot ?» Andrew Stanton et Pete Docter ont continué à travailler sur cette idée pendant des semaines. On se disait que nous tournerions dans la langue de R2-D2, le robot de Star Wars, mais nous avons arrêté, persuadés qu'on ne nous laisserait jamais faire un film pareil. Pete est passé à Monster & Co. Monstres et compagnie, le film, vous connaissez. Après Le Monde de Nemo, j'ai repensé à cette histoire de robot. Je me suis dit, ce robot est seul, et la seule réponse à cette solitude est l'amour. J'ai mis 15 ans pour trouver le déclic qui permettait au film de se réaliser. Le générique de fin de Wall-E utilise un principe graphico-narratif dans lequel des œuvres d'art sont présentées de manière chronologique, à la fois par leur représentation et leur style graphique, pour présenter une succession d'événements. Il présente la reconstruction de l'humanité sur Terre et des robots, sous la forme d'une succession de scènes typiques de certaines étapes de l'histoire humaine, est présenté en reprenant le style graphique associé à l'époque considérée comme les peintures rupestres de la préhistoire, la peinture d'Égypte antique, les mosaïques romaines ou encore la Renaissance. La source d'inspiration principale pour le personnage de Wall-E a été l'objectif binoculaire à partir duquel le reste du personnage s'est construit. Le but de Stanton était de créer un personnage robotique que le public identifie vraiment comme un robot et non comme un être humain dans une coque métallique. Le personnage Johnny 5 du film Short Circuit, personnage célèbre, pourrait être une référence inconsciente, mais Stanton précise qu'il n'a vu ce film qu'une seule fois et qu'il tentait plutôt de créer un personnage proche de Luxo the Lamp, du célèbre film Luxo Junior, le premier court-métrage de Pixar sorti en 86. Wall-E regarde régulièrement une vidéocassette du film Hello Dolly, notamment les 2 numéros Put on Your Sunday Clothes and It Only Takes a Moment. Ed Gonzalez de Slant Magazine estime que le personnage de Wall-E invite à la comparaison avec le E.T. de Spielberg, numéro 5, R2-D2 Star Wars et le Charlot de Charlie Chaplin. Le réalisateur Andrew Stanton précise avoir puisé son inspiration pour ce film chez Charlie Chaplin, et Ben Burt, l'ingénieur du son pour Wall-E, indique dans une interview à Libération que Wall-E débute par des bruitages comme le robot R2-D2 de la saga, puis apprend au fur et à mesure du film un langage lui permettant de communiquer par exemple avec Ivy. Dans la tradition de Pixar, un court-métrage est présenté avant chaque film. Cette fois-ci, c'est Presto, mettant en scène un prestidigitateur ressemblant beaucoup au personnage de l'avocat Talon Labarde dans Ratatouille, son chapeau magique et son lapin. À l'instar de ce qui a été fait dans les génériques de fin 2001 Pattes, Toy Story 2 et Le Monde de Nemo, ou dans le film Monstres et compagnie, des personnages et des autres productions Pixar ont servi dans une bande-annonce pour le film diffusé pendant le Super Bowl, dans lequel Buzz et Woody, héros de Toy Story, regardent le match à la télévision tout en discutant de Wall-E. Dans Wall-E, le code signalant la découverte de végétation sur Terre à bord du vaisseau Axiom est A113. L'origine de ce chiffre est le numéro d'une classe de Kel Hart. Brad Bird, un des pontes de Pixar, l'a utilisé sous la forme A113 dans la plupart des productions à laquelle il a participé, que ce soit les Simpsons ou les films Pixar. Le scénario. Andrew Stanton a imaginé Wall-E au cours d'un déjeuner avec ses collègues scénaristes John Lasseter, patron de Pixar, fondateur de Pixar, Pete Docter et Joe Ranft en 1994.
Toy Story était bientôt terminé et les scénaristes mettaient en commun leurs idées pour leurs projets futurs. Mille et une pattes, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo, entre autres. Lors de ce déjeuner, Stanton a alors demandé « Que se passerait-il si l'humanité devait quitter la Terre et que quelqu'un oubliait de désactiver le dernier robot ?» Après avoir essayé pendant de nombreuses années à rendre les personnages de Toy Story attrayants, Stanton a trouvé son idée, un robot seul sur une planète déserte, très puissante. Stanton a fait de Wall-E un collecteur de déchets, à la fois car ce statut est immédiatement perceptible et que c'est un travail servile qui rend le personnage sympathique. Stanton apprécie également les images de cubes compactés de déchets. Il n'a pas trouvé cette idée trop sombre, parce qu'une planète recouverte de déchets était pour lui une image enfantine du désastre. Stanton et Pete Docter ont développé le film sous le titre Trash Planet pendant 2 mois en 1995, mais ils ne voyaient pas comment poursuivre l'histoire et Docter a choisi de réaliser Monstres et compagnie à la place. Trouvant une analogie entre le fait que Wall-E soit le seul habitant d'un monde désert et l'image d'une plante poussant sur un trottoir, Stanton a eu l'idée que Wall-E puisse trouver une plante. Avant de détourner leur attention vers d'autres projets, Stanton et Lasseter ont pensé que Wall-E pourrait tomber amoureux, ceci faisant naturellement suite à sa solitude. Stanton a recommencé à écrire Wall-E en 2002, tout en finissant son travail sur Le Monde de Nemo. Il a fait son script d'une façon le rappelant Alien, écrit par Dan O'Bannon. Ce dernier a écrit le script d'Alien d'une façon particulière, qui a rappelé à Stanton le haïku. Fin 2003, Stanton et quelques autres ont créé une animatique des 20 premières minutes du film. Lasseter et Steve Jobs ont été impressionnés et ont officiellement fait commencer le développement. Même si Jobs avait avoué qu'il n'avait pas aimé le titre, à l'origine autographié Wall-E, W.A.L.E-E. Wall-E n'a pas été développé durant les années 90, en partie parce que Stanton et Pixar n'étaient pas encore assez confiants pour faire un film avec un personnage principal se comportant comme Luxo Junior ou R2D2. Stanton a expliqué qu'il y a 2 types de robots au cinéma, les humains à peau de métal, comme The Tin Woodman, et les machines avec des fonctions, comme Luxo et R2. Il a trouvé la deuxième idée puissante, parce qu'elle permettait aux spectateurs de projeter leur personnalité sur les personnages, comme ils le font avec les bébés et les animaux. Il a ajouté « On voulait que le public pense qu'il était en train d'assister à la vie d'une machine. » Wall-E n'a pas été... Le producteur Jim Morris a proposé à Ben Burt comme designer sonore pour Wall-E, parce que Stanton voulait faire des robots semblables à R2D2. Burt avait terminé son travail sur Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, et avait dit à sa femme qu'il ne travaillerait plus sur des films avec des robots, mais a trouvé Wall-E et le principe de remplacer des voix par des sons frais et excitants. Il a enregistré 2500 sons pour ce film, soit le double de ce qui se faisait en moyenne dans un film de Star Wars, et qui est d'ailleurs un record dans sa carrière. Burt a commencé son travail en 2005 et il créait des sons en modifiant sa propre voix, et ce pendant 2 ans. Il a décrit des voix des robots comme reprenant le langage universel de l'intonation des bébés. Oh, vous voyez, cite-t-il. La musique du film a été composée par Thomas Newman, à qui l'on doit aussi Le Monde de Nemo, qui avait valu à Newman un Annie Award pour la meilleure musique du film d'animation. Stanton voulait à l'origine ajouter du swing français des années 30 au début des scènes se déroulant dans l'espace, mais y a renoncé après avoir vu Les Triplettes de Belleville en 2003, parce qu'il ne voulait pas qu'on pense qu'il ait copié ce film.
Peter Gabriel chante la chanson générique de fin. D'après le Cinema Blend, il aurait été approché par le studio dès 2005. La première du film a été donnée au Greek Theatre de Los Angeles le 23 juin 2008. Les recettes de Wall-E se sont élevées à 223 808 $ aux États-Unis et au Canada et 521 311 000 dans le monde, faisant de lui le 9e plus gros succès commercial de l'année 2008. Poursuivant la tradition des studios Pixar, on l'a dit, le film a été accompagné du court-métrage Presto. Le film est dédié à Justin Wright, 1981-2008, un animateur de Pixar ayant travaillé sur Ratatouille, mort d'un arrêt cardiaque avant la sortie de Wall-E. Walt Disney Imagineering a construit des animatroniques Wall-E afin d'assurer la promotion du film. Ceux-ci étaient présents dans les parcs Disneyland, au Franklin Institute, au Miami Science Museum, au Seattle Center et au Festival international du film de Tokyo. Wall-E a été salué de façon quasiment unanime par les critiques du monde entier. Rotten Tomatoes estime que 96% des critiques ont donné un avis positif sur le film, celui-ci récoltant une moyenne de plus de 8,4 sur 10, c'est énorme, sur 200 critiques. Metacritic lui donne 80 sur 100, 94 sur 100, énorme aussi, très gros chiffre. Richard Corliss du Time a désigné Wall-E comme son film préféré de l'année 2008 et plus tard de la décennie, notant que le film a réussi à réunir un large public malgré l'absence de la part de personnages principaux de paroles et d'éléments émotionnels comme une bouche, des sourcils, des épaules et des coudes. Notre cher Roger Ebert a écrit dans le Chicago Sun-Times que Wall-E était un film captivant, une merveille visuelle, doté d'un scénario de science-fiction qui tient la route. Il a ajouté que la rareté des dialogues permettait au film de franchir la barrière des langues d'une manière appropriée au thème musical et a noté qu'il attirerait autant les enfants que les adultes. Ebert a salué l'animation, affirmant que la palette de couleurs choisie était éclatante et gaie et peu réaliste, et que Pixar avait réussi à créer un sentiment de curiosité envers le personnage de Wall-E. Il a loué son apparence rouillée et laborieuse et l'a favorablement comparé à d'autres personnages principaux du film, rendus mignons par des procédés plus évidents. Il a fait valoir que le film se concentrait plus sur les idées que le spectacle et que cela allait stimuler l'esprit des plus jeunes. Ebert a enfin désigné Wall-E comme l'un des 20 films qu'il a préférés en 2008 et a affirmé qu'il était le meilleur film de science-fiction depuis des années. Je me base beaucoup sur les critiques de Roger Ebert, qui est un très grand critique de cinéma, vous le savez. Si vous écoutez mon podcast régulièrement, je le cite souvent. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Le générique de fin se conclut par les traditionnels jingles de Disney Pixar, suivi du jingle de By and Large, la compagnie fictive qui, dans le film, s'efforce d'offrir aux humains divertissement et confort. On peut y voir une mise en abîme avec la mission de Disney et Pixar, avec, dans le rôle de ceux-ci, comme outil de capture de l'attention et de divertissement du spectateur consommateur au service du marketing. Ce clin d'œil vient souligner la conscience de la production des contradictions entre le message de ce film et les réalités de l'industrie culturelle dont Disney et Pixar sont des étendards, contradictions qui ne manquèrent pas pour autant d'être relevées. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film d'animation assez atypique qui mérite vraiment d'être vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. C'est pas un film que pour les enfants.
Il y a vraiment plusieurs degrés de vision du film et vous y trouverez votre bonheur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes dont je mets le lien en description. Vous pouvez vous abonner à Acast Plus pour avoir des épisodes inédits, plus longs, plus détaillés, avec des anecdotes de tournage à l'appel. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner, c'est pas cher. Et ça rapporte. Allez, merci à vous, bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.